Quel est le film que j'aurais rêvé faire? Blade Runner, ça absolument, j'en suis sûr. C'est-à-dire que cette vision de la ville dans Blade Runner, je la trouve extraordinaire parce que j'aurais aimé créer cette espèce d'univers, voilà. Sur la ville, je dirais probablement Les ailes du désir de Wim Wenders. Rapport ville-cinéma, absolument. Métropolis de Fritz Lang, pour sa beauté, disons, plastique époustouflante. La ville, le cinéma et l'histoire, dans Fenêtre sur cour de Hitchcock, sont indissolublement liés. Côté noir, ce serait La Cité sans voile, la Naked City de Jules Dassin. Côté ville de perdition, côté lieu du crime. Tout le polar américain est un genre sur la ville, quoi. Manhattan de Woody Allen et Roma de Fellini, c'est le fait d'associer un réalisateur avec une ville. Je dirais quand même que Cléo de 5 à 7, que j'ai regardé pas combien de dizaines de fois, est extraordinaire. Blow Up, pourquoi pas Blow Up? Parce qu'effectivement, c'est un film qui, je trouve, dont l'objet principal est la ville de Londres. Ce qui m'a, par exemple, parfois éveillé, c'est les films d'Antonioni et Godard, dans les années 60. C'est le mépris de Jean-Luc Godard. Je crois que c'est le film qui m'a fait prendre conscience qu'une villa pouvait être plus belle au cinéma qu'en vrai. Dans Les Demoiselles de Rochefort, c'est l'arrivée des forains sur la place de Rochefort. Comment rendre compte d'un espace? Comment le réalisateur met en œuvre, par sa mise en scène, l'appréhension d'un espace très vaste, donc qui devient une scène. Et soyez attentifs justement à la façon dont il filme, quels sont les mouvements de caméra, il est proche, il est loin, il y a des panoramiques, etc., il y a des circulations. Le deuxième film, c'est Antonioni, l'a noté, fin des années 60, le cinéma de la communicabilité, le cinéma de la difficulté, de la relation dans le couple. Et c'est un moment très beau dans le film où Jeanne Moreau vient d'apprendre que son meilleur ami va mourir et déambule dans la ville de Milan. Soyez attentifs à la façon dont Antonioni à la fois met en scène la déambulation d'une femme et en même temps montre tout ce que Milan, à cette époque-là, comporte d'architecture moderne. Regardez comment Antonioni, justement, met en scène la ville moderne, la ville contemporaine de ces corps-là. Et pour finir, une scène du mépris. Je l'ai choisie parce que c'est le moment où Brigitte Bardot, Camille et son mari, Paul, Michel Piccoli, rentrent dans leur appartement de Rome. Là, je trouve qu'on est dans un jeu qui se rapproche justement des questions qui devient un corps moderne, un corps où on dit clairement qu'on est au cinéma, qu'on est dans une représentation, qu'on n'est plus du tout on n'est pas dans le naturalisme. Chacun joue son personnage et comment la maison, par tout un système de panoramique, va devenir le théâtre de leur couple. Et voilà. Le cinéma est un moyen de donner à voir des lieux, des bâtiments, par le truchement de la fiction ou du documentaire, pour renvoyer la question du regard à la personne, au spectateur, et s'interroger justement sur les moyens mis en œuvre par l'artiste pour donner à ressentir, à appréhender un espace, quel qu'il soit. C'est-à-dire, tous les films sont le documentaire d'un lieu. Mon cours est articulé autour de présentation des créés de films, etc. Mais très vite, je les mets à l'œuvre. C'est-à-dire que je leur demande de scoltiner à ce réel-là, c'est-à-dire filmer
un espace. Alors je leur propose de prendre un plan fixe, et dans ce plan fixe, quelque chose se passe. Alors ça peut être une action, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose de relativement abstrait, pour leur permettre déjà de réfléchir à la question du cadre, la question de la profondeur de champ. Le ce qui est in, ce qui est off, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qui se révèle et ce qui est petit à petit, au contraire ce qui surgit immédiatement à l'image, etc. Je vois dans le cinéma toutes ces notions de rythme, de cadrage, mais aussi de dynamique. Et c'est vrai qu'un bâtiment est composé de beaucoup de particularités, et entre autres le rythme avec l'utilisation d'escaliers, de rampes, de promenades. Enfin, tout ça, c'est des choses qui font référence au cinéma et qui sont très très importantes, je pense. C'est pas étonnant qu'il y ait des rapports comme ça où on se regarde entre architectes ou urbanistes et réalisateurs, parce que moi, l'architecture m'inspire. Et je sais que le cinéma peut inspirer des architectes ou des urbanistes. Donc c'est un dialogue éternel, moi je dirais, entre les gens qui fabriquent des maisons et les gens qui fabriquent des histoires. Il y a forcément un rapport. Pour faire le parallèle entre ces deux types de personnages, si je puis dire, enfin, qui s'intéressent à la même chose. Donc l'architecte, c'est de l'ordre du réel. Et je dirais que le cinéaste, c'est de l'ordre de l'imaginaire. Je pense qu'un architecte digne de ce nom, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup le futur et qui l'invente réellement et qui en fabrique une réalité. Et le cinéma, c'est presque l'opposé, c'est-à-dire que nous, on fabrique du rêve, mais on s'appelle des réalisateurs, c'est-à-dire qu'on est dans une réalité en le faisant. Et donc du coup, il y a une espèce de fabrication de gestes artistiques qui peut se ressembler sur le fait qu'eux fabriquent des objets réels issus d'un rêve et que nous, on fabrique un rêve issu d'une réalité. Avant tout, être architecte, c'est essayer de créer des volumes qui sont photogéniques, enfin photogéniques en tout cas à l'œil humain, qui sont bien sûr pratiques, qui ont une fonction, mais qui sont aussi, qui jouent avec la lumière, qui laissent rentrer la lumière ou pas, qui règlent les problèmes de lumière, donc c'est très proche du cinéma. Le cinéma a changé notre regard, notre perception du monde. Il y a une magie dans le fait que tout d'un coup, sur l'écran, un autre monde apparaît, qui nous est très proche ou très lointain, et qui a toutes les caractéristiques de notre perception du monde réel, c'est-à-dire une perception fortement incorporée, c'est-à-dire en mouvement, subjective, avec cette hauteur de l'œil et cette vitesse d'évolution, celle du travelling ou de la marche à pied. Ça, c'est très important, cette vision en mouvement, c'est une chose qui a tout fait changer. Et avant ça, on a l'architecture comme organisatrice du regard, d'une certaine façon. L'architecture abrite, protège, organise, puis à un moment donné, elle fait entrer la lumière et elle crée la vue. Et la vue devient importante. Et il y a un moment où l'homme s'aperçoit que cadrer le paysage, c'est extraordinaire. C'est plus extraordinaire que le voir tout entier. Pendant des siècles, le monde qui est idéalisé est un monde figé. La peinture fixe les scènes historiques, composées, c'est tout l'art classique. Et les premiers à s'intéresser vraiment au mouvement, c'est évidemment les photographes avec les fameuses analyses du mouvement de Muybridge, et puis le cinéma. Alors là, c'est une révolution. Peut-être que d'ailleurs cette révolution, elle apparaît d'abord comme une curiosité de foire, mais elle est une chose qui est considérable, puisque vraiment, pour nous architectes, pour nous urbanistes, c'est un autre regard. Filmer la ville, si on n'a pas une direction de travail, si on n'a pas un prisme, enfin un outil, c'est juste une toile de fond. Et c'est pas, ça peut être très bien. On se dit quelle est la plus belle toile de fond. Donc voilà, alors on choisit cette perspective urbaine, ce mur, cette impasse, bon, d'accord. Mais c'est la ville comme toile de fond. Si on filme la ville, non pas comme une toile de fond, mais comme un véritable, comme un sujet au sens je suis un sujet.
au sens fort. Et alors dans ce cas-là, comme pour tout réalisateur, on se pose la question de avec quel outil on regarde la ville, pour voir quoi. Entre la naissance du cinéma et la naissance de la grande ville, il y a une espèce de reflet comme ça. Les opérateurs de rue mettaient souvent un panneau avec ce soir ou demain dans telle salle, et les gens avaient hâte de se voir eux-mêmes à l'écran en tant que badauds. Donc c'était le badaud à la fois qui regardait la prise de vue, qui espérait être dans la prise de vue et puis qui après devenait spectateur de cinéma. On passait souvent plusieurs fois les prises de vue pour que les gens puissent balayer du regard. C'est-à-dire que, vous voyez, il a fallu progressivement que la focalisation s'organise parce que c'était souvent des scènes où se passait un certain nombre de choses. La narration au cinéma est née de l'urbanité, du croisement des rues, du treillis des avenues, du croisement et de la rencontre d'un personnage avec un autre au croisement de rues, de Louis Feuillade en passant au premier serial mais jusqu'au film noir, au cinéma policier. Vous imaginez le cinéma policier sans les rues, sans la ville, sans des immeubles, sans des étages, c'est-à-dire que tout le cinéma est fondé parce que c'est un art de l'espace et du temps. Il lui faut de la ville pour baliser, pour donner des repères, pour borner le réel. Le premier acte historiquement très important concernant la ville, c'est l'expressionnisme allemand à la fin des années 10. Et là, c'est intéressant parce que on est d'emblée dans un rapport à la ville qui est recréé souvent par des décors. Donc il y a ça aussi, il y a la dimension de décor qui est très importante, surtout dans la première moitié du siècle, puisque la plupart des films importants qui sont liés à des villes sont des films faits en studio. Et alors dans le cas de l'expressionnisme, c'est très intéressant, puisqu'on a une ville, la ville est perçue comme à la fois un espace qui peut être un espace de plaisir, un espace où... et en même temps, c'est une menace, il y a une dimension... C'est la première fois peut-être dans l'histoire des villes, et du coup ça se perçoit de façon claire dans l'histoire du cinéma, où la ville commence à être source d'angoisse. Ça se résume en deux termes opposés, et finalement Métropolis les oppose très bien, hein. C'est cité radieuse et ville de perdition, hein. Donc c'est à la fois expressionnisme et nouvelle objectivité, c'est-à-dire une sorte de réalisme social, hein, quand même. Hein. Lang disait de M. le Maudit, et c'est vrai que ça l'agaçait quand il disait c'est un film expressionniste, il disait pas du tout c'est un documentaire. Donc si vous voulez, il y a ce double aspect de la ville qu'on voit bien dans l'Aurore, hein. La ville séductrice, tous les possibles sont là, et puis il y a le côté, perdition, hein. Il y a le côté corruption, qui va se poursuivre d'ailleurs très loin, hein. Tous ces personnages du théâtre de Brecht, ces personnages nouveaux, le Mac, la vamp, la pute, le serial killer, sont des personnages de ville. La ville, c'est pas simplement un espace physique, c'est aussi un espace mental. Je pense que le cinéma travaille beaucoup ça aussi, peut-être davantage encore que même simplement les cadres, le montage, tout ça. Bon, il y a la dimension mentale qui est extrêmement fondamentale précisément. Et dans l'expressionnisme allemand, on a ça qui ensuite que vous retrouvez dans le réalisme poétique français avec Carnet, qui est directement marqué, fondamentalement marqué par l'expressionnisme allemand, et dans le film noir majoritairement américain à partir des années 30 et surtout dans les années 40-50, où vous avez cette lignée de la ville comme menace, comme espace d'angoisse, comme la ville nocturne souvent. Alors, dans le cas de l'expressionnisme, la ville déformée, puisqu'on est sur des angles déformés, sur des points de vue déformés. Après, le film noir, il y a des innombrables exemples de tous ordres. On retrouve Fritz Lang, évidemment, aux États-Unis. On trouve Billy Wilder, beaucoup de cinéastes européens, d'ailleurs, qui émigrent à Hollywood et qui font le cinéma noir américain, enfin le film noir, et qui sont des cinéastes européens, la plupart Preminger. Vous voyez, c'est finalement l'esthétique du film noir, Robert Siodmak, elle a été faite par des cinéastes européens qui ont importé l'expressionnisme allemand, l'esthétique et cette idée d'angoisse urbaine dans le cinéma américain, quoi.
C'est la circulation entre les arts qui, à mon avis, est au cœur du problème. Qu'on soit cinéaste, qu'on soit architecte, c'est vraiment cela qui est le plus important. Malès Stevens, années 20, formation à l'école spéciale d'architecture, influencé bien sûr par tout ce courant, Le Corbusier, etc., commence comme décorateur de cinéma et comme théoricien parallèlement du cinéma. En gros, il a fait 17 films en 8 ans, hein, décor intérieur. Le plus beau, là aussi le plus époustouflant, L'Herbier, l'Inhumaine, hein, 24. Et alors là où il dénude, où tout est dénudé, mais surtout la révolution qu'il a introduite dans le décor, lui, c'est passer au dur. C'est-à-dire, il ne veut plus de la décoration, comme il le dit lui-même, hein, des vagues coussins sur un divan, comme à l'époque du muet, tout à fait, au début du muet. C'est des constructions en dur, inspirées du cubisme et puis de l'art déco. La foule parisienne monte et descend les marches des stations de métro. C'est la station Barbès-Rochechouart. Marcel Carnet tourne les portes de la nuit. On a aussi une belle époque des années 30 et du réalisme politique en France. C'est Carnet, Trener, Prévert. Ils vont nous donner les plus beaux films du réalisme politique. Alors, qu'est-ce qu'ils filment et comment? Trener arrive, il va essayer de rendre l'angoisse de cette période. C'est quand même, on sent que la période est troublée. Donc filmage en noir et blanc de la banlieue, ou des banlieues, ou des villes, ou des ports français, avec un côté glauque que lui seul sera donné. Hein. Le décorateur n'est vraiment qu'un petit rouage. Mais bon, un rouage important parce qu'il vient très en amont. C'est vrai qu'on arrive très très tôt dans un film. On est vraiment les premiers à discuter, etc. Donc on oriente forcément la vision, je dirais. Voilà, on oriente, c'est une espèce de direction, disons, artistique, c'est un grand mot, mais en tout cas, on apporte une vision. Et on travaille comme ça très en amont avec le metteur en scène. Donc le metteur en scène travaille avec nous et donc tout d'un coup découvre avec nous l'idée d'une spatialité, disons, de ce qu'il a écrit. Le néo-réalisme, c'est Rossellini, bien sûr, avec tout à fait à la fin de la guerre, avec Rome, ville ouverte, qui part filmer dans les villes avec des non-professionnels, donc c'est délibéré. On abandonne le studio, pourquoi? Parce que Cinecittà, qui lui-même a été créé par Mussolini, il ne faut pas l'oublier, a été abîmé, donc on part, on va dehors. Dans le néoréalisme, la ville est à la fois un espace mental, on pourrait dire, en tout cas vu de manière subjective par la personne qui y vit et qui n'arrive pas à comprendre, disons, les métamorphoses qu'elle est en train de traverser après la guerre, qui peu à peu retrouve et remet ensemble les pièces du puzzle. Et d'un autre côté, tout de même, ces films néoréalistes, qui sont pour la plupart des fictions, offrent vraiment une vision documentaire de ces villes au sortir de la guerre. Là où on voit que justement, tourner dans la rue, ce n'est pas chercher forcément le réel. Pourquoi? Parce que dans le voleur de bicyclette, le père et son fils traversent Rome et ses faubourgs en une journée et traversent tellement d'endroits, de quartiers qu'il est impossible de traverser à pied en si peu de temps, qu'on voit bien que tout est mental, que la reconstitution de l'espace est complètement mentale. Il me semble que Allemagne année zéro, par son titre même, hein, de table rase, c'est un film très très important du point de vue et de la représentation d'une capitale défaite et aussi de cette idée peut-être que désormais l'Europe civilisée, urbaine, va devoir faire avec un trou, on pourrait dire, un trou dans la conscience collective. La ville est montrée comme étant un espace cassé en 1000 morceaux et que c'est une métaphore aussi de la conscience collective.
Donc il faut reconquérir cet espace-là, mais cette reconquête de la ville, elle signifie voilà, la modernité, ou ce qu'on a appelé la modernité au cinéma, elle passe par là, quoi, essentiellement, c'est-à-dire par cette façon de s'approprier l'espace urbain, l'espace, le dehors, en dehors des studios. Et vous avez d'autres exemples, si vous voulez, intéressants en parallèle. Au moment que nos néoréalismes, vous avez des films noirs d'ailleurs, mais qui sont des films tournés en décor naturel, les premiers films tournés en décor naturel, des films de Jules Dassin, La Cité sans voile par exemple, des films comme ça qui sont très importants aussi pour montrer un peu des cinéastes de gauche souvent, Abraham Polonsky qui a été ensuite exilé par le macartisme, avec Force of Evil qui était un des films préférés de Scorsese, où on est dans les décors naturels, on retrouve la fatalité, un peu le côté écrasant, mais on est quand même dans une conquête d'un espace réel. Vous avez Kurosawa, Akira Kurosawa au Japon, qui, en dehors des films de samouraï qu'il a pu faire, a fait aussi des films qui sont très marqués par le néoréalisme et qui sont très ancrés, notamment Chien enragé par exemple. Donc c'est des choses qui se passent un peu partout dans le monde, c'est très intéressant, quoi. Je dirais que le néoréalisme italien a réinventé après-guerre, qu'il fallait tout reconstruire, a été le cinéma qui a accompagné la reconstruction d'un pays, donc des villes. Pour moi, c'est fondamental. Le néoréalisme a filmé jusqu'aux années 60, hein, jusqu'au film de Francesco Rosi. On a vu la construction des banlieues, on a vu, disons, l'époque moderne naître architecturalement, on l'a vu au cinéma, quoi. C'est le cinéma qui nous a montré comment un pays se reconstruisait après-guerre, à une période d'économie florissante, disons. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Cette période très intéressante des années 60, c'est la naissance du cinéma direct qui me fait penser au fameux livre de poèmes de Queneau, « Courir les rues ». Et il s'agit bien de ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, on filme dehors, dans les appartements, etc. Là encore, on a le thème de la rencontre, à bout de souffle. Tout le monde se souvient de la scène de la marchande de journaux sur les Champs-Élysées, etc. C'est beaucoup lié au va-et-vient réel, si je peux dire, au mouvement réel des voitures, des gens, de la ville, etc., avec tout ce qu'elle offre de promesses et de trahisons, évidemment. Mais un peu placé sous un éclairage différent du film noir, puisque ici c'est quand même la quête du bonheur, le bonheur amoureux notamment, que la ville, évidemment, peut proposer. La ville du cinéma de la Nouvelle Vague, bon, c'est une ville où on a envie de se promener, quoi. Vous voyez, d'ailleurs, ils inventent la balade dans la ville, la déambulation, sans but, mais avec une joie. Les premiers films de Godard, vous avez un sentiment de respiration, même si À bout de souffle est un film qui est, d'une certaine manière, dont le scénario est tragique, en même temps, le film dit le contraire en permanence dans sa façon de filmer les Champs-Élysées ou n'importe quel quartier, vous voyez, on est vraiment dans l'idée que la ville, ça éclate de partout, quoi. C'est très joyeux, c'est très exaltant. Enfin, il y a tout un côté, j'allais dire, bon enfant, jeune et recherche de liberté, surtout. Le décor, c'est le décor dans lequel ils vivent. C'est le Paris étudiant, c'est le Paris des jeunes qui traversent tous les jours, c'est le quartier latin, c'est les chambres de bonne, c'est les cafés où ils se rencontrent, la piscine Molitor où ils peuvent aller draguer. C'est le Paris qui traverse tous les jours. Il y a eu comme ça une invention de la ville grâce à cette liberté acquise, chèrement acquise, de se débarrasser du studio. Mais c'est comme s'il avait fallu une sorte de temps, un peu de latence, pour permettre aux cinéastes de transformer la ville en leur propre studio, d'une certaine façon. Chronique d'un été, 1960, premier grand film de cinéma direct français, commence par « Es-tu heureux ? Êtes-vous heureux monsieur ? Êtes-vous heureux madame ?» etc. Une grande question. Et puis 1962, donc à peine 2 ans après, le film de Marqueur, Le Joli Mai, nous avons voulu interviewer Paris. Et la question, êtes-vous heureux ? Qu'est-ce que c'est que le bonheur et qu'est-ce que c'est notamment que le bonheur urbain, c'est-à-dire un bon urbanisme? Alors là, on commence à déchanter, évidemment, dans l'analyse. Un des films les plus emblématiques de cette période, c'est le Signe du Lion. C'est vrai que Éric Rohmer, là, montre un personnage qui, comme ça, prend la mesure de la géographie par sa déambulation.
Vous vous en souvenez, il part du centre-ville, il va vers Nanterre, et là on passe à la Défense qui n'a pas de tour à l'époque, mais juste le CNIT, qui n'est pas une dalle, qui n'est pas une interruption de cette continuité urbaine. Et donc lui-même se dit, mais oh là, mais je suis plus du tout dans Paris, j'entre à l'étranger, j'ai passé une frontière invisible. Et là, le spectateur en est saisi, j'allais dire. Et donc là, le film témoigne d'une rupture physique de l'extension de la ville, de la nappe urbaine. Il y a quelque chose qui reste ancré dans notre image mentale de la ville. Donc la nouvelle vague, comme le réalisme italien, ont créé justement cette capacité-là de créer des images mentales de la ville. C'est plus une certaine esthétisme qu'on peut dégager de tous ces films et peut-être une manière assez peut-être brutale de filmer les personnages. Et Godard dans À bout de souffle, je pense que c'est une référence pour pas mal de gens ici en fait. Tati est très emblématique, c'est un cas singulier dans le cinéma français. Il aura suivi toute l'évolution de Jour de fête, en fait, le village, les banlieues pavillonnaires avec mon oncle, la maison particulière, la villa moderniste, qui est en fait une caricature de tas de modèles qu'il aura repris, et puis Playtime. Alors là, on arrive au bar, à l'uniformisation, il a été bien visionnaire, Tati, mais avec toujours cette petite touche d'humour qui vraiment nous ravit. Tati est quelqu'un qui renoue d'une certaine manière avec un cinéma assez primitif, dans la mesure où il refuse le découpage américain, qui vous dit où regarder, jusqu'au gros plan, évidemment, où là, vous n'avez plus que ça à regarder, et qui utilise dans Playtime, par exemple, le comique que tous les gens ne voient pas, puisque c'est la mise en relation par votre œil d'objets différents ou de techniques comme l'ascenseur, etc., dans le champ qui produit le comique, ou la porte vitrée qui tourne, et puis on est dans une banlieue apparemment excentrée, et on voit le Panthéon en contre-champ. Donc on est évidemment inquiet Ils ont rasé la moitié de Paris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tati, c'est la vision de la ville qui n'est plus future, qui est internationale. Et ce qu'il dénonce, c'est l'international, où qu'on aille, même aéroport, même maison, même quartier. Ça, c'est triste. Quand Polanski filme Paris, mettons dans Frantic, qui est un film intéressant sur ce sujet, il filme quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Il filme une ville un peu parallèle. C'est la ville comme espace clos, comme espace d'enfermement, c'est-à-dire qu'on n'en sort jamais. C'est la ville comme labyrinthe. Vous voyez, donc on est dans un espace où tout est chose trappe, il n'y a pas d'endroit pour se sortir. On n'en sort jamais d'une certaine manière. On est pris dans un tissu. Mais là, c'est un héritier un peu de l'expressionnisme à sa façon d'une certaine manière. Mais sûrement que pour lui, évidemment, ça vient de ses souvenirs de Varsovie, du ghetto. Forcément, quand vous avez connu le ghetto de Varsovie, vous êtes forcément marqué profondément par cette question-là. Donc le ghetto, c'est vraiment la vie de prison, là on y est. Alors donc on dirait qu'il transpose un peu ça pour une part. Mais on retrouve ça que ce soit dans Rosemary's Baby, dans Répulsion, dans le Locataire évidemment, mais aussi dans Chinatown d'une autre façon. Là c'est la ville des années 30, mais au fond c'est la même chose. C'est-à-dire cette ville qui est... Vous allez dans un endroit, mais vous n'avez pas de ligne de fuite, quoi. Vous n'avez pas d'endroit pour fuir. Vous n'avez pas de possibilité. On cherche à s'en sortir, mais on est toujours pris par... on est toujours... La vie est oppressée. Enfin, il y a une oppression, quoi. Voilà. Les films futuristes, si on parle de Cinquième élément, on peut parler aussi de Dark City d'Alex Proyas, qui est de la même année 97. Mais alors l'origine revient où? On revient toujours à Métropolis. En fait,
la crainte de la ville visionnaire, totalitaire, fascinante en même temps et qui donne des craintes et des peurs absolues. L'origine, c'est Métropolis. Métropolis 27. 3 ans après, on aura une autre ville fantastique, futuriste, c'est Just Imagine de Butler, 1930. Et puis on aura bien sûr les Blade Runner et Brésil des années 80, avant le 5e élément. Un des films, disons, phares qui illustrent le rapport entre la ville et le cinéma, donc, surtout pour ce qui concerne aussi l'architecture, c'est Blade Runner de Ridley Scott. En fait, moi je pense que ce film a beaucoup inspiré un certain type d'architecture contemporaine. C'est pour ça que dans mes travaux, je parle d'un effet de Blade Runnerisation du territoire. C'est-à-dire qu'un territoire urbain devient presque pareil de celui de Blade Runner. C'est-à-dire qu'il y a une inspiration de Blade Runner. On peut le voir à titre d'exemple, si on pense au film de Ridley Scott, la figure des publicités géantes qui sont visuellement riches, c'est-à-dire on voit le logo Coca-Cola qui clignote, le visage d'une femme asiatique qui parle. Et de la même manière, aujourd'hui, on commence dans les publicités dans la ville à utiliser ce produit-là. Donc l'image publicitaire aujourd'hui est de plus en plus visuelle. On peut le voir surtout dans des grandes villes, en particulier les villes asiatiques. On peut penser par exemple à Hong Kong, où il y a déjà des expérimentations de ce type de publicité. Quand je pense par exemple à cette image de l'architecture de Blade Runner, à ce paysage pyramidal, à cette architecture pyramidale, eh bien on peut penser justement à tout qui était l'époque aztèque et maya, des constructions de ces architectures-là qui, d'une certaine manière, sont reprises, soit en Amérique du Sud, mais surtout, encore une fois, dans les pays de l'Est asiatique, qui au niveau architectural sont les pays qui de plus en plus vont alimenter cet imaginaire urbain issu de la cinématographie. On le retrouve dans des pays en évolution. On peut penser à cette ville fantôme de Dubaï, qui est une réplication, un clone, une récupération d'un modèle à la Blade Runner ou à la Métropolis. Il y a dans Blade Runner une illustration qui a marqué pas mal d'architectes, comme une sorte de passé antérieur. La ville paraît ancienne et c'est le futur. Et ça nous fait prendre conscience que notre ville actuelle va devenir le futur et tout ne sera pas tout à fait futuriste. Il y a une transformation perpétuelle du passé. Moi, c'est ça qui me reste de Blade Runner presque plus qu'autre chose. C'est ce grouillement, voilà, c'est cette moiteur, ce grouillement, ce côté un peu mi-asiatique, mi-américain. On ne sait plus très bien dans quel continent on est, mondialisé du coup. Évidemment, les panneaux publicitaires. Vous voyez, cette ville où il n'y a plus de règles tout à fait non plus. On ne sait plus très bien comment appréhender l'espace. L'espace est plus tout à fait réel. Enfin, vous voyez, on ne sait plus où on est exactement. On est plus dans le chimique que dans le physique. Là, c'est la décomposition, le glauque, le mélange de mécanique et d'organique. Et c'est quelque chose de très inquiétant. Avec des taux de pollution, on voit des fumées vraiment pas sympathiques. Et puis il y a des centres-villes absolument luxueux, et puis il y a autour tout un grouillement terrible, comme un marécage. Et bon, est-ce que cette vision est réaliste ou prometteuse? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle correspond bien à ce qui peut nous menacer. Après, il y a évidemment toutes les villes qui coûtent cher à reconstituer ou à construire en studio ou par les... Oui, c'est ça. On pourrait dire que ce qui a été... l'équivalent du studio aujourd'hui, qui évidemment existe toujours, c'est effectivement le numérique qui permet, au fond, qui permet tout. Alors là, on se rapproche, je dirais, du film d'animation, presque, du cinéma d'animation avec cet imaginaire-là. C'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre la prise de vue réelle et le cinéma d'animation, le cinéma de synthèse.
Les deux Batman de Tim Burton, et peut-être encore plus le deuxième, Gotham City, donc comme vision de New York. En même temps, c'est une ville qui tient à la fois du New York traditionnel, où il y a là aussi un côté expressionniste, d'ailleurs très marqué, qui passe par la BD bien sûr, mais vous avez en même temps c'est une ville imaginaire. Alors, vous avez Dark City par exemple, vous avez plein de films comme ça qui sont Sin City de Frank Miller et Robert Rodriguez. Bon, vous avez toute cette tradition-là qui je trouve est assez intéressante, qui travaille la ville à travers la BD finalement, à travers l'imagerie de la BD et qui la recrée. Mais donc on a un mélange imaginaire du 19e siècle presque dans les utopies d'une certaine manière, et puis de choses qui sont de la bande dessinée ou d'un certain type de dessin, et puis effectivement des inventions d'aujourd'hui liées à l'image de synthèse, mais finalement je me demande si des villes réelles comme Mexico ou São Paulo, pour prendre des villes, ou Shanghai, sont pas finalement plus futuristes que les villes futuristes qu'on a vues au cinéma. Nous, quand on pense à une ville, on construit toujours une image mentale. Et là, le cinéma nous vient en aide. Si je pense à Tokyo, je pense à Sofia Coppola. Si je pense à New York, je pense à Martin Scorsese, etc., etc. Donc, il nous aide d'une certaine manière à construire des images mentales de la ville, qui, d'une certaine manière, c'est aussi une mémoire historique, une mémoire qui nous attache à une ville. Donc, c'est quelque chose aussi, si vous voulez, d'un romantisme cinématographique, quelque chose qui nous fait aimer une ville à la même manière qu'on aime un film. Roma de Fellini, ça décrit, moi je dirais tout ce qu'il y a à décrire de Rome. C'est pareil, le mélange historique, le mélange entre la modernité et le rapport à l'histoire, le côté exubérant, le côté vie à l'intérieur, vie à l'extérieur. Et je trouve que c'est magnifique. C'est une représentation d'une époque de la ville de Rome qui, d'une certaine manière, encore aujourd'hui, en 2010, on retrouve. Donc on retrouve cette touche esthétique de Fellini dans la Rome contemporaine. Donc Fellini était, disons, le maître de Rome au cinéma. Donc il avait une capacité de représenter la ville de Rome, de nous faire rêver la ville de Rome, mais surtout il avait la capacité d'aller dans le plus profond de la réalité romaine. Wenders, pour moi, a eu des vraies influences dans l'architecture. Je pense que je connais des urbanistes qui ont fait certains échangeurs ou des routes dans des villes par rapport à ce qu'ils connaissaient de Wenders. Donc il y a des gens comme ça qui ont une force évocatrice et qui du coup s'inspirent de l'urbanisme et puis qui ensuite inspirent l'urbanisme. Wim Wenders nous a appris beaucoup de Berlin grâce à ce côté magistral d'utiliser la caméra qui descend du ciel avec un panorama sur la ville. Et là, par exemple, on voit un autre élément important, les ruines de la ville. On peut penser à Allemagne en zéro de Rossellini, c'est un film sur la guerre, bien évidemment. Mais justement là, on voit la représentation des ruines, donc de la ville ruinée, de la ville détruite, donc d'un nouveau vide qui se crée par un événement catastrophique. Eh bien, là encore, vous voyez, il y a toujours ce rapport entre le côté du vide urbain, représenté par le biais des images, et aussi le mouvement qui nous amène dans les déambulations, dans le déroulement de la vie quotidienne. Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. He romanticized it all out of proportion. Better. Il y a quelque chose comme ça à New York qui est très fort parce que c'est une ville qui est profondément surréaliste et les réalisateurs new-yorkais comme Scorsese ou Woody Allen ou les plus récents parlent de ce surréalisme-là. C'est-à-dire que l'humour de Woody Allen, c'est un humour du surréalisme. Et des films comme After Hours de Scorsese qui décrit pour moi extrêmement bien le délire new-yorkais sont des films où il y a du délire, c'est-à-dire que cette ville-là fabrique du délire.
Si vous me dites la ville romantique, les films qui me viennent à l'esprit, c'est Tous en scène de Minelli, c'est Diamant sur canapé de Black Edward, c'est Annie Hall de Woody Allen. Vous voyez d'ailleurs des films qui se passent tous à New York, qui ont tous un lien direct avec cette ville. Et d'ailleurs New York pour moi, par exemple, c'est la ville de la comédie, de la ville romantique par excellence d'une certaine façon. Chez Woody Allen, les gens marchent dans la rue, ils parlent. Enfin, les gens marchent et parlent tout le temps. Ils font ça. Bon, quand on pense à Annie Hall ou à Manhattan, c'est peut-être les deux films qui ont le plus marqué l'imaginaire de New York. Pour Woody Allen, on voit là-dedans, ou alors on voit des gens qui sont sur un banc, on est vraiment dans cette idée-là. Bon, je parlais de Diamant sur le canapé de Black Edward, c'est la même chose. Bon. Quelque chose qui est lié à la déambulation, justement, sans but, à quelque chose qui est qu'à un moment, la flânerie. Le côté, la flânerie, c'est très important, la flânerie. On ne voyait pas des personnages qui flânaient dans les années 30, par exemple, ça n'existe pas dans la plupart du temps dans les vidéos. Bon, c'est vraiment à partir des années 50-60 que les personnages commencent vraiment à flâner dans une ville et où la flânerie devient vraiment un point très très décisif. Et donc moi c'est ça pour moi la ville romantique. Alors on ne sait pas très bien si c'est la ville qui s'y prête elle-même ou si c'est le regard des cinéastes. Bon, c'est vrai quand même que l'architecture joue. Il y a des quartiers très identifiés, on sait où on est d'une certaine manière, et le quadrillage il est très précis, on s'y retrouve très facilement. Rendre compte d'une ville comme Los Angeles ou comme Mexico City, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué et ça provoque pas les mêmes scénarios. Donc les scénarios romantiques ils sont peut-être moins présents dans ces villes-là que dans des villes comme Paris, bon, aussi qui est évidemment la ville romantique, mais comme Paris ou New York qui je trouve sont... Mais c'est les villes classiques finalement, c'est les villes du 19e siècle finalement qui sont les plus appropriées pour ce type de cinéma-là. C'est fou à quel point chaque ville a une identité. Là j'ai tourné à Saint-Pétersbourg, à Londres, à Barcelone, à Paris. Quelque chose de la ville s'inscrit directement quand on fait un plan. On met la caméra dans une rue à Saint-Pétersbourg, une rue à Moscou, une rue à Londres. C'est fou à quel point des choses s'inscrivent de cette ville-là. Il y a quelque chose d'assez beau dans cette identité-là, et c'est vrai que New York, c'est vraiment une des villes à identité forte. C'est pour ça qu'on peut la filmer tous les jours et on n'aura jamais fini de la filmer, quoi. Dans le cinéma américain, il y a ce qu'on pourrait appeler les villes couchées et les villes debout. Ville couchée, c'est Los Angeles. Ville debout, c'est New York. Alors c'est très intéressant de comparer les films d'action qui sont réalisés à New York et les films d'action qui sont réalisés à Los Angeles. On voit bien que c'est pas du tout le même type d'utilisation de l'espace. New York est une ville qui est donc évidemment verticale, qui est finie. Parce que c'est notamment Manhattan qui est sur une presqu'île. Finalement, l'espace est relativement restreint. Donc, c'est une ville qu'on va plutôt utiliser presque verticalement. Il s'agit de l'utiliser de bas en haut. Alors que Los Angeles, c'est complètement l'inverse. C'est une ville où il n'y a pas de centre. C'est une mégapole. Il y a plein de quartiers différents. Et donc, c'est une ville qu'on va utiliser presque comme une ville couchée, en tentant de se déplacer à l'intérieur de l'espace. J'aime beaucoup un cinéaste comme Michael Mann, par exemple. Il me semble que lui, il filme Los Angeles comme personne, par exemple, qui est une ville... Là aussi, Los Angeles, c'est une ville difficile. Enfin, on l'a beaucoup vu, on la voit beaucoup dans les séries télé, par exemple, Los Angeles. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des autoroutes urbaines. C'est-à-dire qu'on voit une ville qui n'a pas de limite. C'est le cas. Los Angeles, c'est une ville qui n'a pas de limite. Mais c'est aujourd'hui le cas de tant de grandes villes. Les grandes villes du XXIe siècle sont des villes qui sont infinies. Bombay, c'est infini. Le Caire, c'est infini. Mexico, voilà, il y a 15 millions d'habitants. Téhéran, 15 millions d'habitants. Nous, on ne connaît pas en France. Paris est une petite ville par rapport à ces villes. Des villes où il n'y a plus de limites. Donc là, le cinéma, je trouve que le cinéma est très intéressant dans cette façon de filmer, au fond, plus une idée mentale de la ville. C'est-à-dire que les personnages, souvent c'est filmé la nuit, c'est souvent filmé en image numérique, donc une image plus métallique, où le bleu, le noir, le bleu, les néons jouent un rôle, l'éclairage nocturne et naturel joue un rôle. On a un sentiment d'un monde qui est pas exactement celui dans lequel on vit nous, mais qui est ce monde un peu nocturne, un peu de trafic, de solitude, voilà, la voiture, on roule, on ne sait pas où on va, il y a des lumières, des voitures de flics, voilà, des néons, des docks, des ports. Il me semble que ça donne une idée très forte du siècle dans lequel on est, de la vie dans laquelle on est, de la solitude moderne, de la solitude urbaine, qui est une nouvelle solitude.
Tokyo a été assez peu représenté dans le cinéma japonais récent, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des cinéastes étrangers qui sont attirés peut-être par une forme d'exotisme de cette ville et qui viennent la filmer. Je pense à Jean-Pierre Limousin qui a filmé Tokyo Eyes, ou bien à Wu Xiaoxian, le cinéaste taïwanais, qui, en hommage à Yasujiro Ozu, va filmer Café Lumière. Et donc, il filme le métro de Tokyo, il filme un Tokyo tout à fait contemporain, qui n'est donc pas celui d'Ozu, mais en même temps, ce qu'il y perçoit, c'est un cadrage, quelque chose de très posé dans la façon dont il filme la ville, et une perception aussi de la lumière. Et puis à peu près au début des années 2000 aussi, Lost in Translation de Sofia Coppola se passe entièrement à Tokyo, mais en même temps dans un Tokyo, je dirais, presque rendu abstrait par le fait que les personnages sont dans un palace. Ils sortent à un moment pour aller dans un karaoké, je crois. Mais en tout cas, c'est une ville qui n'a pas de vie propre, sinon pour les touristes qui l'utilisent, ou pour les gens qui viennent y travailler et qui se protègent dans des espaces très très internationaux. C'est presque une ville fantasmée par le cinéma, mais souvent les villes, souvent nous n'avons de connaissance d'une ville que par le cinéma. Et donc par la subjectivité de différents cinéastes, et on se fait des idées vraiment et des visions de la ville qui ne correspondent pas du tout à la réalité, puisque le cinéma peut non seulement refaire des décors, mais aussi par le montage raccorder différentes portions d'une ville ou de plusieurs villes et faire croire que c'est une même ville. Là, j'ai vu un film très très beau, un cinéaste chinois qui s'appelle Jia Zhangke, c'est un cinéaste très important. Il a fait un film sur Shanghai. Et en fait, il interviewe des gens sur Shanghai et l'histoire de Shanghai depuis les années 15-20, quoi. Avant la révolution communiste, pendant la révolution communiste et jusqu'à maintenant, où Shanghai est devenu un symbole énorme de la modernité, de la superpuissance que la Chine est en train de devenir et de la manière dont la Chine fait de Shanghai son étendard. C'est très intéressant. Et lui, il fait un film totalement poétique où il raconte l'histoire de Shanghai à travers toutes les époques, y compris la révolution chinoise, la révolution culturelle, et avec des témoins qui viennent parler à la caméra. C'est formidable. Et on se rend compte qu'une ville, c'est comme un corps humain. C'est-à-dire qu'une ville, ça a toujours une histoire, il y a des strates, il y a des couches. Sous une couche moderne, il y en a une ancienne plus profonde. On n'efface pas le passé d'une ville. Il est là quelque part, à travers des témoignages, à travers des restes, à travers des immeubles, mais surtout à travers l'expérience de la vie même, des gens qui y vivent. Et ça, je trouve ça très intéressant comme approche. Le cinéma, c'est un art aussi qui peut à la fois montrer les choses, mais aussi montrer ce qui n'est plus montrable, ce qui est caché, ce qui est enfoui, ou ce qui a été effacé volontairement par l'homme, souvent même brutalement. Les révolutions, on détruit, on construit. Mais quand on détruit, il reste une trace, voilà, parce qu'il y a toujours des gens qui viendront vous raconter ce qu'il y avait là avant. Disons qu'une ville, c'est bien pratique pour faire un film parce que c'est rapidement une métaphore, disons, une ville. Et là, Paris, dans le film, c'est vraiment une métaphore de la vie, c'est-à-dire que ça grouille, il y a des circulations, à la limite, ça ressemble à un corps humain avec les vaisseaux sanguins. Et donc ce personnage qui est malade, qui va peut-être mourir, d'un coup, il découvre qu'en regardant la ville par la fenêtre, en regardant les gens autour de lui, il a une espèce de sensation de participer à la vie, même si lui est en train de la quitter, quoi. Donc c'était ça un peu l'idée du film, avec le fait qu'une ville peut tout contenir. C'est-à-dire que l'idée qu'il y ait un architecte dont le frère est un historien, ça contient à la fois le passé et le futur, ça contient ce qui est en train de se construire, en train de se détruire, ça contient la vie et la mort, ça contient les hommes et les femmes, ça contient les vieux et les jeunes. Enfin, il y a vraiment tout un système d'opposition qui est contenu dans l'organisation d'une ville. Donc, très souvent, quand on fait attention à comment une ville est organisée, à ce qu'on appelle l'urbanisme, on voit aussi des métaphores humaines, des métaphores dramatiques presque. On présente toujours la ville comme quelque chose d'assez monstrueux qui tue l'être humain. Moi, j'ai plutôt tendance à montrer l'inverse, qu'en fait, l'être humain peut se sentir bien dans une ville et que moi, j'ai l'impression que la campagne, ça m'oppresse beaucoup plus que la ville, quoi. Et c'est aussi parce que je suis parisien, j'ai toujours vécu à Paris.
J'ai vécu toute ma vie à Paris, à part 2 ans à New York, donc tout ce que j'ai connu, c'est toujours une espèce de vie urbaine. Et c'est vrai que je me réfère à ça pour essayer de montrer comment il y a quelque chose qui peut être assez humain, convivial et sympathique dans une ville. Ça a été important pour moi, la référence du cinéma, mais je m'en suis aperçu peu à peu. Je me suis aperçu en fait que je voyais toujours les lieux en séquence. Je ne voyais pas le lieu comme une image figée. Je voyais toujours que c'était en séquence. Et petit à petit, je me suis dit, mais c'est évident que c'est le cinéma qui m'a appris ça, et que si j'étais un architecte du 19e siècle, je n'aurais pas ce regard. Le cinéma est l'horizon indépassable de la critique des images. C'est-à-dire qu'il a une histoire telle, en recherchant les formes d'expression, la caméra subjective, les tentatives, au contraire, d'objectivité, enfin tout ce qu'on peut imaginer sur ce que c'est que le cadre, la dialectique entre le montré et le caché, le montage à distance, enfin, tout ce que le cinéma a inventé, il reste une espèce d'encyclopédie des figures possibles de la représentation visuelle du monde, indépassée. Toutes les villes sont cinématographiques. Je pense que, il y a quelque chose qui est très cohérent. Enfin, le cinéma, c'est en même temps le chemin de fer. Le mouvement de la locomotive, c'est en même temps le mouvement de la griffe qui entraîne la... donc il y a mais c'est en même temps, le cinéma, c'est la ville. Je pense que les sorts sont indissolublement liés. La ville est un personnage cinématographique. Il se fait personnage. Et donc nous, en même temps que nous regardons les images, il y a une immersion totale dans l'image. Tous nos sens sont impliqués quand on est en face d'une image. Donc le cinéma a cette magie de nous faire pénétrer dans les villes. Au fur et à mesure qu'on voit un film, on construit nous-mêmes notre propre vision du monde, de la ville, de l'espace, des distances, de la hauteur est-ce que c'est haut, est-ce que c'est bas, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit. Voilà, c'est ça ce sont des questions d'architecte. Enfin, pour moi, c'est pareil, quoi.